Avant qu'un tremblement de terre ne secoue le sol, quelque chose de plus discret se produit parfois d'abord, un mouvement lent et silencieux sans aucune secousse. On ne se rend alors pas compte que sous nos pieds, la terre se prépare à trembler violemment, causant des ravages, entraînant destruction et dévastation. Une nouvelle étude affirme en effet que c'est par un tel phénomène que les tremblements de terre commencent en réalité. Pour comprendre cela, les scientifiques n'ont pas examiné de gigantesques morceaux de la planète. Ils sont restés dans leur laboratoire et se sont servis de feuilles de plastique transparentes, du plexiglas. Ils ont poussé 2 feuilles de plexiglas latéralement l'une contre l'autre, tout comme les plaques tectoniques, ces immenses morceaux de croûte terrestre se poussent mutuellement sous terre. Sous cette pression, le plastique s'est fissuré, un peu comme la Terre le fait lors d'un séisme. Et même si c'était du plastique et non de la roche, la physique, la façon dont les choses se brisent et se déplacent, était identique. Les tremblements de terre se produisent lorsque 2 plaques tectoniques tentent de glisser l'une contre l'autre, mais se bloquent mutuellement. Leurs bords ne se déplacent pas facilement en raison de ce qu'on appelle le frottement. C'est un peu comme lorsque les semelles de vos chaussures adhèrent au sol. Au fil du temps, les plaques continuent d'essayer de bouger et le stress s'accumule. Imaginez essayer de plier un bâton. Au début, il ne se casse pas, mais si vous continuez à le tordre, il finira par se briser. On nomme faille l'endroit où les plaques tectoniques sont ainsi bloquées, et une partie de cette faille est toujours mince et fragile. Par fragile, je veux dire qu'elle ne se plie pas, elle ne peut que se casser. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, une petite fissure se forme. Elle est minuscule et se déplace lentement. Il n'y a pas encore de secousse, mais quelque chose se produit déjà sous la surface. La fissure s'étend, accumulant plus d'énergie. Et lorsqu'elle atteint enfin le bord de la zone fragile, boum, elle accélère, se précipite, presque à la vitesse du son. Et c'est là que la Terre commence à trembler. Les scientifiques ont décidé de découvrir comment cette toute première fissure commence. Ils ont mené leur expérience avec un type de faille similaire à ce qu'on appelle, dans le monde réel, une faille décrochante, voire par exemple la faille de San Andreas en Californie. Même si les matériaux, plastiques au lieu de roches, sont différents, la manière dont les fissures se forment et se déplacent est exactement la même. L'expérience a permis aux scientifiques de comprendre que les tremblements de terre ne commencent pas toujours soudainement. Parfois, il y a un début lent et silencieux, comme un signe avant-coureur, avant le séisme proprement dit. Cette première étape porte le nom de front de nucléation. C'est comme l'amorce d'une fissure qui progresse doucement à travers le matériau bien avant qu'une rupture réelle ne se produise. Ce mouvement silencieux et lent ne libère pas d'énergie dans les environs. Au début, les scientifiques considérèrent les fissures comme de simples lignes unidimensionnelles, comme une déchirure droite dans une feuille de papier. Mais quelque chose ne collait pas. Le front de nucléation se déplaçait lentement et ne se comportait pas comme une fissure normale qui avance rapidement, et on ignorait pourquoi et comment il accélérait soudainement pour donner ensuite un tremblement de terre. La réponse est venue aux scientifiques lorsqu'ils ont réalisé qu'ils devaient penser en 2 dimensions au lieu d'une. Au lieu d'imaginer la fissure comme une simple ligne, ils ont commencé à la concevoir comme une tache, comme un cercle qui s'agrandit, qui commence à la surface, là où 2 matériaux se touchent. Plus cette tache se propage, plus se brise la matière située sur ses bords. Ce qui est important ici, c'est que l'énergie nécessaire pour briser le matériau est liée à la longueur du bord, le périmètre de la fissure. Plus le périmètre est trop grand, plus il faut d'énergie pour qu'il continue de se briser. C'est pourquoi cette fissure se déplace lentement au début. Elle ne provoque pas encore les secousses violentes que nous associons généralement à un tremblement de terre. Comme elle se déplace sans envoyer d'ondes sismiques, on dit que cette phase est aséismique. Finalement, la fissure s'étend au-delà de la zone la plus fragile, où les matériaux sont bloqués. En dehors de cette zone, l'énergie qui entraîne la rupture de la matière n'augmente plus. Au lieu de cela, on assiste à une accumulation d'énergie supplémentaire, bien plus que ce qui est nécessaire pour soutenir la lente croissance de la fissure. Cette énergie supplémentaire ne reste pas silencieuse. Elle alimente soudain la fissure qui se déplace alors beaucoup plus rapidement, et la rupture se produit à pleine vitesse. C'est à ce moment-là qu'un tremblement de terre commence, et que le sol commence à trembler. Ces découvertes permettent d'expliquer comment les tremblements de terre peuvent commencer lentement et silencieusement avant de rapidement devenir dangereux. Elles montrent que de petites fissures peuvent soudainement se transformer en de puissantes et rapides ruptures, si les conditions sont favorables. Les scientifiques pensent que s'ils peuvent apprendre à détecter ce stade aséismique avant qu'une fissure n'accélère, ils pourraient un jour prédire les tremblements de terre, ou tout au moins mieux comprendre leurs signes avant-coureurs. Bien que les tremblements de terre ne soient que le 3e type de catastrophe naturelle le plus courant, ils sont à la première place en nombre de victimes.
La NASA joue un rôle très important dans l'étude des tremblements de terre avec l'utilisation de satellites en orbite autour de la Terre. Ces satellites collectent des données et des images qui permettent de savoir comment le sol change après un séisme. Par exemple, ils peuvent détecter lorsque la Terre se déplace, s'élève, s'enfonce ou se fissure. Ces changements de surface aident les experts à en savoir plus sur la force et l'impact des tremblements de terre. Les satellites de la NASA peuvent également suivre les changements dans l'éclairage nocturne. Si une ville se trouve plongée dans le noir après un séisme, c'est un signe clair que la région a pu connaître une panne d'électricité et pourrait avoir besoin d'aide. Maintenant, que diriez-vous d'apprendre 2 ou 3 choses sur les mythes les plus courants liés aux tremblements de terre, comme celui concernant les mégaséismes? Certaines personnes ont vraiment très peur de ces super grands tremblements de terre. Mais en vérité, il existe toujours une limite. La taille d'un séisme dépend de la taille de la faille où il se produit. Une faille longue et profonde provoquera un tremblement de terre assez important. Par exemple, la faille de San Andreas en Californie est longue, environ 1300 km, mais pas très profonde, entre 16 et 19 km. Cela rend les séismes de magnitude supérieure à 8,3 relativement improbables à cet endroit. Le plus grand séisme jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960. Sa magnitude était de 9,5 et il s'est produit sur une énorme faille de presque 1600 km de long pour 240 km de large. Techniquement, il n'y a pas de limite fixe pour la magnitude, mais un séisme de magnitude supérieure à 12 nécessiterait une faille plus grande que la Terre, ce qui n'est tout simplement pas possible. Les tremblements de terre peuvent ne se produire près de la surface ou en profondeur, sous terre. La plupart se produisent dans la croûte terrestre ou le manteau supérieur, jusqu'à environ 800 km de profondeur. Mais les plus profonds ne se produisent que dans les zones de subduction, ces endroits où une partie de la croûte terrestre glisse sous une autre. En Californie, presque tous les tremblements de terre se produisent dans les 24 premiers kilomètres de la croûte. Une exception est la zone de subduction de Cascadia, dans le nord de la Californie, qui s'étend à travers l'Oregon, l'État de Washington et le Canada. Une autre idée fausse est que le sol peut s'ouvrir lors d'un tremblement de terre. Généralement, cela ne se produit que dans les films. Une fissure géante qui s'ouvre et engloutit des immeubles entiers, c'est de la fiction. Dans la vie réelle, les deux côtés d'une faille glisseront l'un contre l'autre. Il n'y a ni séparation ni ouverture gigantesque. Il peut y avoir de petites fissures, ou même des trous lors de glissements de terrain, ou en raison des défaillances du sol, mais pas le long de la ligne de faille elle-même. Les failles ne s'ouvrent pas, car si elles le faisaient, il n'y aurait pas de friction. Et sans friction, il n'y aurait pas de tremblement de terre du tout. Certaines personnes pensent que la Californie pourrait un jour se détacher et couler dans l'océan à cause d'un tremblement de terre, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Le fond de l'océan est simplement une terre plus basse, avec de l'eau au-dessus. La Californie ne peut donc pas tomber dedans. Ce qui peut en revanche se produire, c'est que le sud-ouest de la Californie glisse lentement vers le nord en direction de l'Alaska, le long de la faille de San Andreas. La plaque pacifique, sur laquelle la Californie est située, se déplace d'environ 5 cm par an. Vos ongles poussent à peu près aussi vite. Ainsi, dans environ 15 millions d'années, Los Angeles et San Francisco pourraient être voisines. Et dans 70 millions d'années, Los Angeles pourrait être à 2 pas de l'Alaska. Les gens se demandent aussi souvent si une réplique peut être plus forte que le séisme lui-même. Les répliques sont des petits tremblements de terre qui se produisent dans la même zone après un premier tremblement. C'est un peu la manière qu'a la Terre de retrouver son calme après un grand choc. Mais si une réplique s'avère être plus forte que le premier tremblement de terre, alors c'est elle qui devient le séisme principal, le précédent prenant la place de précurseur. Environ 5 à 10% des tremblements de terre californiens sont suivis d'un séisme plus puissant quelques jours plus tard. Il est également possible que 2 tremblements de terre dans la même zone aient à peu près la même puissance. Cependant, les tremblements de terre très importants sont exceptionnels. En voir 2 se produire à proximité l'un de l'autre est donc extrêmement rare.